Nous allons voir ici la notion d'énergie interne pour la classe de première STI 2D. Si on prend cette eau à 10 degrés et qu'on la place dans une ambiance à 5 degrés, il s'établit alors un flux de chaleur, c'est-à-dire que chaque seconde, cette eau à 10 degrés perd de l'énergie thermique. Dès que cette eau a atteint la température de 5 degrés, c'est-à-dire la température extérieure, il y a donc équilibre entre les deux systèmes et à ce moment-là, le flux de chaleur s'arrête. Mais si on prend cette même eau à 10 degrés et qu'on la place dans une ambiance à 20 degrés, dans ce cas-là, le flux de chaleur est dans l'autre sens. Et c'est l'air qui donne chaque seconde de l'énergie thermique à cette eau. Dès qu'il y a équilibre thermique entre les deux milieux, le flux de chaleur s'arrête. La première conclusion que l'on peut tirer de ces observations, c'est que c'est faux de dire que cette eau à 10 degrés contient de la chaleur. Effectivement, on vient de voir que si l'air extérieur est à 5 degrés, il y a effectivement établissement d'un flux de chaleur qui part de l'eau vers l'extérieur, donc on pourrait se dire l'eau contient de la chaleur. Mais si l'air extérieur passe à 20 degrés, cette fois-ci, c'est l'air extérieur qui communique de l'énergie thermique toutes les secondes à l'eau. Donc le flux de chaleur, tantôt il part du verre, tantôt il va dans le verre. Donc de dire d'une manière générale que ce verre rempli d'eau à 10 degrés contient de la chaleur, c'est faux. L'autre conclusion que l'on peut tirer, c'est que pour qu'il y ait établissement d'un flux de chaleur, il faut qu'il y ait deux milieux à température différente. En effet, on a vu que si jamais l'eau à 10 degrés était placée dans un milieu à 10 degrés, dans ce cas-là, le flux de chaleur s'arrêtait. Donc, pour avoir établissement d'un flux de chaleur, il faut que les conditions suivantes soient réunies. Un milieu à la température T1, un autre milieu à la température T2, et si par exemple T1 est supérieur à T2, dans ce cas-là, il s'établit un flux de chaleur entre le milieu 1 et le milieu 2. Comme c'est une énergie thermique qui est perdue chaque seconde, il y a donc établissement d'un flux de chaleur en watts. Maintenant, si on prend cette chaise, qui est un solide, et qui est à la température de 20 degrés, cette chaise nous apparaît immobile. Mais en fait, si on regardait avec un microscope électronique, on verrait que les molécules qui composent cette chaise, ce solide donc, en réalité vibrent. Et si on portait la chaise à une température plus grande, par exemple 40 degrés, eh bien on verrait que ces molécules vibrent davantage. Alors je sais, c'est troublant, parce que nous, la chaise, nous apparaît complètement immobile de l'extérieur. Mais d'un point de vue microscopique, en fait, ces molécules sont agitées. L'image de cette agitation moléculaire, en fait, c'est une grandeur physique que vous connaissez depuis longtemps, puisque c'est la température. Dans le système international, la température s'exprime en Kelvin. On va dire par exemple que la température T1 vaut 300 Kelvin. Attention, on ne dit pas degrés Kelvin, on dit Kelvin tout court. Si on a une température de 20 degrés, son équivalent en Kelvin, c'est 293. En fait, pour passer d'une unité à une autre, il suffit d'utiliser cette formule.
La température en Kelvin, c'est la température exprimée en degrés à laquelle on ajoute le nombre 273. Le nombre exact est 273,15, mais bref, on va retenir, nous, 273. Alors on a l'impression que c'est simplement un décalage d'unité. Si c'est simplement pour ajouter 273 pour passer de degrés à Kelvin, on se dit pourquoi avoir inventé les Kelvin en fait? Eh bien, l'unité Kelvin, en fait, c'est une super unité. Je vais prendre l'exemple d'un gaz qui est à la température de 400 Kelvin. Ces molécules sont agitées. Si on porte ce gaz à la température de 800 Kelvin, c'est-à-dire que si jamais on double sa température, en fait, microscopiquement, on observe que les molécules sont 2 fois plus agitées. Donc, la température, lorsqu'elle est exprimée en Kelvin, traduit vraiment bien la nature de l'agitation des molécules qui composent le corps. Mais c'est pas vrai si on utilise les degrés Celsius. Si je prends de l'eau à 10 degrés Celsius et je porte cette eau à 20 degrés Celsius, eh bien, les molécules d'eau ne sont pas 2 fois plus agitées. Donc, le degré Celsius est utile pour la vie de tous les jours, ça parle bien aux gens, mais dès qu'on utilisera une température dans une formule pour comprendre son sens physique, nous, on va utiliser le Kelvin. Maintenant, si on prend un solide dont les molécules ne vibrent plus du tout, dans ce cas, la température de ce solide, c'est 0 Kelvin. Ce qui équivaut à moins 273 degrés Celsius. Maintenant, si on prend ce glaçon à moins 18 degrés Celsius, ces molécules sont en train de vibrer, elles ne sont pas immobiles. Pour que les molécules de ce glaçon soient immobiles, il faudrait qu'ils soient à la température de moins 273 degrés Celsius. Attention. Maintenant, nous allons voir une notion un petit peu complexe. Puisque cette chaise à 20 degrés a des molécules qui sont en permanence en mouvement, on peut donc dire que cette chaise, ce solide, a en son sein une énergie d'agitation et certainement aussi d'interaction entre les molécules qui composent le solide. On va donc dire que ce solide à 20 degrés contient une énergie interne. Si vous préférez, une énergie d'agitation des molécules à l'intérieur de lui-même. On notera cette énergie interne par la lettre U. Par exemple, on va dire qu'à 20 degrés, l'énergie interne de ce solide, c'est U1. Si ce solide est porté à la température de 40 degrés, l'agitation de ces molécules augmente, donc l'énergie interne passe à la valeur U2. Et bien sûr, vous l'avez compris, U2 est supérieur à U1. Dans l'expression énergie interne, il y a le mot énergie, donc l'unité de l'énergie interne, c'est le joule. En résumé, ce solide à 20 degrés contient une énergie d'agitation moléculaire, c'est ce que l'on appelle l'énergie interne. Cette énergie interne s'exprime en joules et est généralement notée par la lettre U. Il est faux de dire que ce solide à 20 degrés contient un flux thermique. Donc faites bien la distinction entre flux thermique, énergie interne et température. Maintenant, si on prend cette quantité d'eau, on en a une masse 1,5 kg. Cette eau est à la température de 10 degrés Celsius. C'est notre état initial. On porte cette eau à la température de 60 degrés. C'est notre état final. Pour réaliser cette opération, on est obligé de fournir de la chaleur à ce système eau contenu dans le récipient.
Au départ, puisque cette eau a une certaine température, on peut dire qu'elle contient une certaine énergie interne notée U1. À l'état final, elle contient une autre énergie interne U2 qui est supérieure puisque lors de cet état final, on a augmenté la température. On passe de 10 degrés à 60 degrés. Donc U2 supérieur à U1. Très logiquement, si on prend un peu le temps de la réflexion, on voit que la quantité de chaleur que l'on a fournie pour passer le système de l'état initial à l'état final, cette quantité de chaleur, on l'avait notée Q, et bien en fait, cette quantité de chaleur, c'est U2 moins U1. Or, cette quantité de chaleur peut très facilement se calculer grâce à la formule Q égale mc delta T, puisqu'on a 1,5 kg d'eau qui passe de la température 10 degrés à la température 60 degrés. La quantité de chaleur qu'il faut fournir pour réaliser cette opération, c'est la masse de l'eau, fois la capacité thermique massique de l'eau, fois la température finale, moins la température initiale. Donc en fait, si on vous demande de calculer la différence d'énergie interne entre l'état final et l'état initial, eh bien c'est aussi égal à mc delta T. Alors parfois, une différence d'énergie interne, U2 moins U1, est notée delta U. Donc, on peut retenir que delta U égale U2 moins U1 égale la masse de l'eau fois la capacité thermique massique de l'eau fois l'écart entre la température finale et la température initiale. Maintenant, on va faire un petit quiz de 10 questions. Vous devez donc vous munir d'une calculatrice, d'un crayon et d'une feuille de brouillon. Allez, c'est parti. Question numéro 1. Quelle est l'unité de la température dans le système international? Vous disposez de 15 secondes pour répondre. La réponse, c'est le Kelvin. L'abréviation de Kelvin est un K majuscule. Question numéro 2. Convertir 20 Kelvin en degrés Celsius. Vous disposez de 30 secondes pour répondre. La solution, c'est moins 253 degrés Celsius. On a la formule suivante, la température en Kelvin, c'est la température en degrés plus 273. Donc, la température en degrés, c'est la température en Kelvin moins 273. 20 moins 273, ça fait moins 253. Donc, 20 Kelvin égale moins 253 degrés Celsius. Question numéro 3. Un solide composé de 2 kg de fer pur à 150 degrés Celsius contient-il un flux de chaleur? Réponse A, oui. Réponse B, non. 15 secondes pour répondre. La bonne réponse est B, non. Question numéro 4.
Un solide composé de 2 kg de fer pur à 150 degrés Celsius contient-il une énergie interne qui s'exprime en watts? Réponse A, oui. Réponse B, non. 15 secondes pour répondre. La bonne réponse est B, non. Question numéro 5. Un solide composé de 2 kg de fer pur à 150 degrés Celsius contient-il une énergie interne qui s'exprime en joules? Réponse A, oui. Réponse B, non. 15 secondes pour répondre. Bonne réponse A, oui. Question numéro 6. Quelle quantité de chaleur Q faut-il fournir à 3 kg de fer pur solide pour élever sa température de 40 degrés? On considère qu'il n'y a pas de changement d'état et la capacité thermique massique du fer est donnée et vaut 460 joules par degré kilogramme. 40 secondes pour répondre. La bonne réponse est 55 200 joules. On va utiliser la formule Q égale mc delta T étant l'écart entre la température finale et la température initiale. Ici, on vous dit que la température s'est élevée de 40 degrés, donc l'écart entre la température finale et la température initiale vaut 40. Question numéro 7. Quelle est la variation d'énergie interne ΔU de 5 kg d'eau qui passe de 50 degrés Celsius à 10 degrés Celsius? On vous donne la capacité thermique massique de l'eau qui vaut 4180 joules par degré kilogramme. 40 secondes pour répondre. La réponse est ΔU égale moins 836 000 joules. On utilise la formule la variation d'énergie interne égale mc delta T. Ici, la masse de l'eau, c'est 5 kg. La capacité thermique massique de l'eau, 4180. Delta T, la température finale moins la température initiale, 10 moins 50. Voilà pourquoi on trouve une valeur négative pour la variation d'énergie interne, c'est-à-dire qu'au cours de cette opération, l'énergie interne de l'eau avant était supérieure à l'énergie interne de l'eau après. Question numéro 8.
Quand la température d'un corps s'élève de 10 Kelvin, alors on peut dire que la température s'élève de 283 degrés Celsius. Réponse A, oui. Réponse B, non. 30 secondes pour répondre. La bonne réponse est B, non. Quand on élève de 10 Kelvin, on élève de 10 degrés C. Alors vous allez mieux comprendre avec un exemple. Prenons T1 égale 300 Kelvin et T2 égale 310 Kelvin. Lorsqu'on passe de T1 à T2, on élève donc la température de 10 Kelvin, c'est évident. Maintenant, on va convertir chacune de ces températures en degrés Celsius. 300 Kelvin, ça fait 27 degrés Celsius. 310 Kelvin, ça fait 37 degrés Celsius. Donc, passer de 300 Kelvin à 310 Kelvin, c'est la même chose que de passer de 27 degrés Celsius à 37 degrés Celsius. Vous voyez bien qu'à chaque fois, on augmente de 10, que l'on soit en unité Kelvin ou en unité degrés Celsius. Question numéro 9. Dans ce glaçon, les molécules sont-elles immobiles? Réponse A, oui. Réponse B, non. 10 secondes pour répondre. La bonne réponse est B, non. Le glaçon est à moins 18 degrés Celsius, donc les molécules bougent. Pour que les molécules soient complètement immobiles, il aurait fallu que ce glaçon soit à la température de moins 273 degrés Celsius, soit 0 Kelvin. Et enfin, dernière question, question 10. Est-il possible d'obtenir en laboratoire un solide à la température de moins 373 degrés Celsius? Réponse A, oui. Réponse B, non. 10 secondes pour répondre. La bonne réponse est B, non. Le plus bas que l'on peut obtenir, c'est moins 273,15 degrés Celsius, c'est-à-dire 0 Kelvin, ce qui correspond à l'immobilité totale des molécules. C'est une limite qu'on ne peut pas franchir. Maintenant, vous pouvez calculer votre score sur 10 afin de faire le bilan sur la compréhension des notions vues dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair sur l'énergie interne et sur la notion de flux de chaleur, lâchez un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Merci.